Suite des règles de Resident Evil, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Lizofy et aujourd'hui nous allons voir du coup les règles avancées de Resident Evil, à savoir les règles que vous faites après avoir fait le scénario numéro 1. Alors le jeu a une règle de jeu un peu bizarre, parce que même après avoir fait le scénario 1, il y a des règles additionnelles pour le scénario 2, mais il y a encore des règles additionnelles pour la suite. Alors moi ce que je vous propose, c'est que je vais faire les règles additionnelles complètes, afin que, voilà, tout soit fait pour le jeu de base au moins. Et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec les règles additionnelles. Comme vous le voyez, j'ai placé le scénario numéro 2. Je le répète, mais c'est génial, j'ai quand même pu placer 2 parties de scénario sur ma petite table, et ça c'est vraiment cool. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite comment on place ce scénario, je vais vous expliquer justement quelles sont les particularités justement quand on place un scénario comme celui-ci, et donc les règles additionnelles. En premier lieu, il y a des tuiles particulières. Quand je dis tuiles particulières, c'est pour bien faire comprendre que le scénario montre qu'il y a des endroits où si vous marchez, il peut y avoir des événements qui se passent. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer du coup ce qu'il y a sur une feuille de scénario au niveau de l'emplacement du terrain. Vous remarquez qu'il y a les différentes tuiles comme d'habitude, comme pour le scénario numéro 1, sauf qu'ici, il y a des tuiles oranges et des tuiles jaunes. Il y a aussi des tuiles rouges, celui-là n'en a pas, mais il y en a par exemple dans le scénario numéro 5. Le premier pas que va faire un personnage dans une de ces tuiles colorées va déclencher un événement. Et je dis bien le premier pas, à partir du moment où il est rentré, on considère que la zone est explorée. Mais cet événement, qu'est-ce que c'est? Tout dépend les scénarios, mais vous avez 2 types d'événements en tout cas dans ce scénario, à savoir ce jaune et ce ambré. Et donc lorsque vous mettez le premier pied dans une de ces tuiles, vous balancez le dé événement, à savoir le noir, et selon le résultat, vous allez effectuer l'événement qui est sur le scénario. Lorsque vous faites apparaître un zombie avec la table des rencontres, s'il est écrit juste un ou plusieurs monstres, vous n'avez qu'à les faire apparaître sur les sigles, mais n'importe lequel. Alors que s'il y a écrit at the closest avec le sigle juste à côté, ça veut dire que le monstre va spawner au sigle le plus proche du joueur. Je vous donne un exemple. Léon arrive à passer cette porte et arrive dans cette tuile qui est jaune. Je dois donc balancer mon dé. Ici j'ai fait un 2, donc 2 zombies vont spawner à l'endroit du symbole, au plus près du personnage. En gros, vous comprenez qu'à ce moment-là, il est dans la merde. Les tuiles vertes, quant à elles, sont des zones complètement safe, vous n'avez pas besoin du tout de balancer le dé. Et là, maintenant, la tuile est devenue, entre guillemets, verte, dans le sens que, maintenant, c'est bon, elle est explorée, vous n'avez plus besoin de balancer le dé si vous marchez encore dedans. Si, par exemple, vous aviez marché dans une tuile ambrée, à ce moment-là, référez-vous à la case ambrée, et voyez l'effet qui est annoncé. Je pense que vous avez compris, mais vert, vous êtes bien, jaune, vous êtes pas bien, ambré, vous êtes pas bien du tout, et rouge, vous êtes vraiment pas bien. Pour vous donner une idée, dans le scénario 5, la tuile rouge fait obligatoirement quelque chose. Par exemple, dans le scénario numéro 2, si vous faites un 6 sur votre dé en jaune ou en ambré, il ne se passe rien, donc tant mieux. Maintenant, voyons un peu ce qui est arrivé de nouveau sur ce plateau. Avant, il y avait les portes, maintenant il y a les portes fermées à clé. Pour ça, le scénario indique des portes qui sont fermées avec une clé bien précise, et cette clé, vous la mettez dans les items du scénario. Ici, nous avons 3 portes, 2 fermées avec la clé Spade, et une fermée avec la clé Stars. Et donc, il faut trouver la clé Spade et la clé Stars pour ouvrir ces portes. Logique. Ensuite, il y a les escaliers. Ces escaliers permettent de passer d'un lieu à un autre, et tout simplement, il faut aller dessus, et un déplacement est nécessaire pour placer d'un plateau à l'autre. Par exemple, vous arrivez avec Léon sur cette case, vous avez fait 2 actions, vous voulez passer de cet escalier à cet escalier, vous avez donc utilisé une action pour le faire, comme un déplacement normal au final. Et il y a aussi les item box. Vous saviez la petite figurine que j'avais dit qu'elle était pas très jolie? Bon, elle est pas très jolie, mais franchement, je l'aime bien quand même. Bon, évidemment, voilà, dans le jeu de base, vous n'avez pas cette extension. Ça, c'est une extension cosmétique avec le Kickstarter. Je ne sais pas si elle sera achetable. En tout cas, voilà, je l'ai placée ici. Tout simplement, si vous êtes sur la case de l'item box ou si vous êtes à une case adjacente, vous pouvez placer à l'intérieur autant d'objets que vous voulez, mais à raison d'une action. Donc pour ça, vous prenez un de vos items et vous la placez sous la boîte. Et quelqu'un, s'il voudra récupérer l'objet, il pourra justement faire une action de recherche pour récupérer les objets à l'intérieur ou un des objets. Parlons un petit peu de la mort. Oui, à partir de scénario, vous pouvez avoir une mort un petit peu différente. Je m'explique. Si mon compteur de points de vie descend jusqu'à danger et que je perds encore un PV et que donc je passe de l'autre côté, je ne suis pas mort, je suis juste inconscient. Et là vous vous dites, yes, on va pouvoir me ressusciter. Ouais,
Mais on peut faire autre chose. Vous pouvez tout à fait par exemple fouiller le cadavre de votre ami pour récupérer tous ces objets. Je pense que ça va en faire rire pas mal ça. Bon, parlons justement de comment on ressuscite plutôt. On peut ressusciter un de ses alliés à l'aide d'un spray de soin. C'est là où ça peut être utile par exemple de chercher sur le cadavre d'un de ses amis si jamais c'est lui qui a le spray. Donc vous utilisez un spray de soin et vous pouvez remonter sa vie à caution, ce qui le relève mais qui ne le remet pas tous ses PV en place, ce qui est assez dommage mais bon, au moins il est là. Lorsque quelqu'un est inconscient, il est complètement ignoré des phases de réaction notamment. C'est logique en même temps, il est par terre, on va le laisser tranquille. Par contre, évidemment, s'il n'y a plus de spray, et notamment il n'y en a plus aussi dans les decks item A et item B, bah désolé mais le mec est mort et vous avez perdu la partie. Et oui, si seulement un héros meurt, vous avez perdu, c'est comme ça. Passons aux règles additionnelles sur les objets. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si votre personnage a plusieurs herbes vertes, il y a deux choses très sympas. 1. Vous pouvez utiliser autant d'herbes vertes dans une seule action, et 2. Si vous avez plusieurs herbes vertes, seulement une prend de la place, les autres n'en prennent pas. Ce qui fait que vous pouvez avoir milliards d'herbes vertes, et ça ne prend pas de place dans votre inventaire, c'est quand même vachement bien. Maintenant passons aux armes et notamment les effets spéciaux différents des armes. On avait vu lors des règles de base l'effet spécial qui permettait de retirer une munition supplémentaire pour rajouter un dé bleu, qu'ils appelaient Rapid Fire. L'icône de feu qui indique que vous infligez des dégâts de feu, car certains ennemis craignent le feu et du coup vous leur mettrez des dégâts supplémentaires si jamais vous les attaquez avec ce type d'arme. L'effet suivant, j'ai mis un peu de temps à le comprendre au niveau de la règle, mais c'est bon, j'ai enfin compris. Donc, certaines armes ont un effet de blast. Par exemple, dans le scénario 2, c'est l'arbalète qui a cet effet. Avec cette arbalète, on peut balancer 3 dés bleus. Si par exemple ici, c'est Claire qui a l'arbalète et qu'elle désire d'attaquer les 2 zombies à côté d'elle. Avec une seule attaque, elle balance ses 3 dés, et ici, en se référant à l'arme, on peut dire qu'elle a touché 2 fois. Ça veut dire qu'elle a 2 résultats qui mettent des dégâts. Retenez bien le mot résultat. Elle peut donc appliquer à une seule attaque un résultat par ennemi. Ici, avec un lancer, j'ai fait 2 résultats qui mettent des dégâts. Donc j'utilise un des dés qui a fait un résultat pour tuer un des zombies, et j'utilise l'autre dé qui a fait un résultat pour tuer l'autre zombie. Maintenant je vais vous expliquer en quoi la règle était un peu compliquée. Si par exemple j'avais eu une arme qui avait l'effet blast, mais que je n'avais fait qu'un seul résultat qui infligeait par exemple 2 de vie, 2 points de vie en moins, et bien ce simple résultat de 2 points de vie, je ne peux l'appliquer qu'à un seul ennemi. Je peux pas par exemple décider que un des zombies prendra un point de vie et l'autre prendra un point de vie aussi. Non, là j'ai fait un seul qui fait 2, donc j'inflige 2 à un seul ennemi. Bah voilà, c'est bon, cette règle est faite. Ensuite, il y a l'effet Cumberstone, ce n'est pas vraiment un effet, c'est plutôt le fait qu'une arme prenne 2 places d'inventaire au lieu d'une. C'est les fameuses grosses armes dont j'ai parlé dans les règles de base. Et il y a l'effet universel qui n'est pas vraiment un effet non plus, c'est plutôt pour expliquer qu'une arme peut être utilisée par n'importe quel personnage. Car oui, si j'ai donné l'exemple de Claire avec l'arbalète, c'est parce que c'était elle qui pouvait porter l'arbalète. Léon, non. Il existe aussi des armes personnalisables, et dans ce cas, vous avez besoin d'une carte de personnalisation pour pouvoir la créer. Ici par exemple, j'ai une customisation pour mon pistolet, et du coup, je mélange le pistolet avec pour pouvoir créer le pistolet personnalisé. Et dans ce scénario, vous allez voir vos meilleurs amis, à savoir les liqueurs. Du coup, voici la carte du monstre du liqueur, et on peut voir un truc différent avec celle du zombie, notamment que ils ont un niveau de menace différent. Le liqueur a un niveau de menace de 3, alors que le zombie a un niveau de menace de 1. Ce qui veut dire que dans la phase de réaction, c'est d'abord le zombie qui a le niveau de menace le plus élevé qui bouge, et que s'il y a plusieurs ennemis qui vous attaquent en même temps, ce sera celui qui a le niveau de menace le plus élevé qui fera son attaque et pas les autres, histoire de pas prendre trop de dégâts non plus. Mais aussi sur la carte du liqueur, il y a évidemment l'attaque spéciale, mais il y a aussi un effet spécial. Pour rappel, sur la carte du zombie, il y avait juste la description de l'attaque spéciale à droite. Souvenez-vous à quel point c'est difficile de mettre un seul point de vie avec un pistolet ou un couteau, alors je vous laisse imaginer à quel point un liqueur peut bien emmerder avec ses 3 PV. Et aussi, on va avoir droit aux effets spéciaux des attaques des ennemis. On avait déjà vu celles qui infligent juste des dégâts, mais les ennemis peuvent aussi repousser si jamais ils ont la flèche à côté. Ils peuvent aussi rendre un joueur complètement inconscient en une seule attaque, c'est le cas par exemple sur cette carte. Il y a aussi l'effet poison, que je vous expliquerai après, que j'ai vu par exemple dans l'extension Murder from Above avec les petites bestioles qui infligent du poison. On avait l'attaque qui rend inconscient, on a aussi l'attaque qui one-shot. Et oui, vous croyez pas que vous allez vous en sortir quand même. Il y en a une par exemple dans le deck de la Ligator, évidemment c'est une extension que vous ne pouvez pas avoir, mais voilà, c'est les règles additionnelles, on parle de tout. Voilà, on en a fini avec les effets spéciaux des monstres, maintenant on va voir comment on termine de placer un peu ce plateau. Chaque scénario a sa liste de cartes de tension, et ici du coup j'ai récupéré toutes les cartes du scénario numéro 1, et j'ai rajouté des cartes vertes et les cartes ambrées et rouges qu'il me demandait pour le scénario. Ce qui fait que je me retrouve avec un deck beaucoup plus épais, et ici ce deck je vais pouvoir le remettre en place à chaque fois qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, et je mélangerai la défausse pour le remettre. Autre chose, si vous avez fait le scénario numéro 1 avant, vous ne pouvez pas garder le
fusil à pompe que vous aviez. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, vous pouvez faire le scénario 2. Il y a des règles encore avancées. Dès le scénario numéro 4, vous allez rencontrer des items prioritaires, indiqués par une petite étoile dans le scénario. Pour le placer dans le jeu, soit faut le placer dans le deck A ou le deck B, mais d'une façon un peu particulière. Ici, dans le scénario numéro 4, vous devez placer la clé cœur dans le deck A. Pour ce faire, prenez votre deck A sans la clé cœur, partagez-le en deux, mettez la clé cœur dans un des deux paquets, mélangez ce paquet, et placez ce paquet au-dessus du deuxième paquet. Comme ça, si vous cherchez la clé cœur, vous le trouverez beaucoup plus vite la clé cœur, puisqu'elle sera au-dessus de la pile. Dans chaque scénario, on ajoute des cartes de tension différentes, ce qui fait que du coup, il va bien falloir vous organiser pour bien les mettre et les ajouter à chaque fois dans les scénarios. Selon les scénarios, on vous dit de toute façon lesquels ajouter. Ensuite, il y a les petits jetons comme ceci. Ces jetons vont être placés sur des cases pour vous emmerder. En gros, quand vous serez sur ces cases, vous aurez des effets supplémentaires qui seront appliqués référant une carte de tension. Vous savez, le deck de tension, je vous ai dit que s'il y avait plus de cartes, vous pouvez mélanger la défausse et replacer la pioche. Et ben pas dans tous les scénarios. Dans certains scénarios, ça arrive déjà au numéro 3, si vous n'avez plus de cartes dans votre pile, vous avez juste perdu. Du coup, vous allez me dire, mais c'est pas juste, comment on fait si on n'a pas le temps? Et c'est là qu'interviennent les rubans encreurs et les machines à écrire. Les machines à écrire seront placées dans le scénario sur certaines cases et vous pouvez utiliser une action pour dépenser un ruban encreur sur cette machine, sur la même case ou une case adjacente, et ça vous permet de rafraîchir le deck de tension complètement. Vous êtes rassuré? Eh bien sachez que si vous l'êtes, lorsque vous utilisez votre action sur la machine disparaît. Oui, c'est logique, hein, ça c'est sûr. Hein. Aussi, les rubans encreurs sont assez limités. À chaque début de scénario, vous en avez finalement peu. Un seul si vous êtes à 1 ou 2 joueurs, et 2 si vous êtes à 3 ou 4 joueurs. Et oui, car plus de joueurs, donc plus de cartes de tension tirées, donc voilà. Maintenant, je vais vous parler du poison dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le poison va tout simplement inverser votre jeton de santé pour faire apparaître le jeton poison. À chaque fois qu'une carte de tension est tirée et qu'il y a le symbole poison d'affiché, le joueur prend un dégât. Ou si jamais un des effets de la table de rencontre, à savoir les tuiles jaunes, les tuiles ambrées, les tuiles rouges, inflige un dégât à part le poison, bah vous prenez aussi par là. Donc le poison, c'est pas cool. Si vous tombez inconscient du poison, vous pouvez remettre votre jeton dans le bon sens, à savoir celui où il y a le cœur. Il existe des derniers jetons qui ne sont pas dans ce scénario mais qui apparaissent dans d'autres, notamment dès le scénario numéro 3, ce sont des corps. Des corps par terre, mais qu'est-ce que ça va faire? Si vous marchez sur un emplacement où il y a un corps, vous balancez le dé d'événement, et si vous tombez sur le symbole Umbrella, tout simplement, le corps est remplacé par un zombie. C'est génial ça. On a bientôt fini, maintenant on va parler des boss. Les boss sont des ennemis, mais un peu particuliers. Déjà, on en avait parlé la dernière fois, mais souvent ils sont assez gros, assez massifs, et du coup ils prennent souvent une place complète dans une case. Voire plusieurs, on verra ça plus tard. Tout d'abord, parlons des spécificités des boss. Pour ça, je prends ma règle pour bien lister justement tout ça. Les boss ne sont ni affectés par la table des rencontres, à savoir les tuiles jaunes, rouges et ambrées, ou même par les effets des cartes tension. Les boss n'ont pas de réaction, à savoir quand on leur tire dessus, ça les attire pas. Les boss ne peuvent pas être repoussés, les boss ne peuvent pas quitter la tuile dans laquelle ils étaient et ne peuvent pas attaquer quelqu'un dans une autre tuile. Si le boss veut faire un déplacement sur un endroit où il y a déjà quelque chose ou quelqu'un, il va repousser cette chose ou ce quelqu'un vers une autre case et prendre la place. Pour perdre des PV, le boss a carrément un barillet à lui-même. Sur ce barillet, il y a différents PV et en fait on va utiliser ça pour justement compter les PV du méchant plutôt que de placer des petits jetons, c'est beaucoup mieux. Quand un personnage est sur la même tuile qu'un boss, il ne peut pas quitter cette tuile avant d'avoir tué le boss. Et il ne peut pas attaquer ce boss s'il n'est pas sur la même tuile que lui. Si un personnage meurt d'une main d'un des boss, vous ne perdez pas la partie, seul le héros meurt. Évidemment, le boss ignore les personnages qui sont inconscients, ou même les personnages morts, forcément. Comme tous les ennemis, le boss a une carte de référence. Sur cette carte de référence, on voit évidemment son nom, ses PV et sa capacité de mouvement. Et le texte au-dessus, ce sont des effets spéciaux du monstre. Ici, le jet mutant, s'il ne peut pas attaquer, à la place, il se déplace. Mais le boss, vous voyez qu'ici, il n'y a pas ses dégâts d'indiquer. Donc on va utiliser autre chose. Il a son deck à lui. Donc comment ça se passe? Lorsqu'un héros rentre dans la tuile du boss, eh bien lors de la phase de tension, à la place de piocher une carte de tension, il va piocher une carte du deck du boss. Si par contre c'est le tour d'un autre joueur qui n'est pas sur la tuile du boss, on pioche une carte de tension à la place. Et donc vous piochez une carte du boss et vous activez l'effet qu'il y a sur cette carte. Regardons une des cartes de ce deck. Sur cette carte on peut voir le nom de l'attaque et les différentes actions que fait cette attaque. Lorsqu'il y a une flèche, le boss va tout simplement se déplacer. Et cette icône indique les conditions et les dégâts de l'attaque. On remarque du coup la portée de l'attaque, les dégâts qu'elle inflige, et au milieu la valeur qu'il faut pour échapper à cette attaque avec un jet d'évasion.
car oui, là ce n'est pas une question de nombre de zombies, c'est une question de type d'attaque. Il existe aussi ce genre d'effet qui, par exemple ici, place un jeton. Et donc selon les boss, ce genre d'effet peut changer. Les monstres peuvent rendre inconscient d'un coup, tuer d'un coup, mais ils peuvent aussi attaquer en zone, avec cette icône qui indique que chaque joueur qui est à 1 de portée du monstre se fera attaquer. Voilà pour les boss, c'est presque fini, il me reste juste à expliquer les différents types de modes de jeu, à savoir qu'il y a un jeu en mode solo par exemple. Si vous jouez en solo, vous réduisez les points de vie de 10 d'un boss. Si vous êtes contre le stage 5 de Birkin, vous réduisez tous les seuils de 10. Je vous expliquerai ça quand on parlera de l'extension de Birkin. Vous commencez tous vos scénarios à l'emplacement numéro 1, et toutes les attaques qui rendent inconscient ou qui tuent d'un coup, à la place vous mettre en stade danger dans votre vie, même si vous étiez en stade danger, ce qui est plutôt sympa pour le coup. Si jamais un scénario demande d'être minimum à 2 joueurs, vous prenez 2 personnages pour une personne du coup. Il existe aussi un mode facile. Dans ce cas-là, voici les modifications. À chaque début de scénario, chaque personne prend un ruban encreur. À chaque fois que vous utilisez une machine à écrire, vous ne la faites pas disparaître. Si vous utilisez une munition pour recharger votre arme, vous pouvez la recharger entièrement plutôt que par la valeur qui est écrite sur la carte. Lorsque vous utilisez un spray de soin, vous pouvez restaurer toute votre vie. Si vous avez plusieurs ennemis qui vous attaquent sur la même case que vous et que y en a un qui vous attaque mais que vous n'avez pas réussi votre jet d'évasion, vous pouvez repousser tous les zombies qui sont sur cette case plutôt que d'en repousser qu'un seul. Si un scénario demande de remplacer des rubans encreurs par des cartes de tension, il faut ajouter le maximum de cartes possibles. Évidemment, vous pouvez mélanger le mode solo et le mode facile. Et on arrive au dernier mode, le mode campagne. Le mode campagne, c'est enchaîner chaque scénario un par un, en commençant évidemment par le premier. Au début du mode campagne, chacun choisit un personnage mais ne pourra pas le changer de tout le long de la campagne. Et lorsqu'ils commencent la campagne, ils commencent tous avec un pistolet, un couteau et un spray. Et ils ignorent complètement le core item de chaque début de scénario. Et si jamais vous réussissez un scénario, pour passer au suivant, il y a plusieurs choses qui se passent. En premier lieu, remettez toutes vos munitions de vos pistolets à fond. Et toutes les armes qui ont l'icône spéciale universelle montent leur munition de 3. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent récupérer une munition qu'ils ont récupérée dans le scénario pour pouvoir recharger une de leurs autres armes. Ils peuvent aussi se soigner avec des items qu'ils ont pu trouver dans le scénario, donc pas de base, juste vous utilisez vos items, comme des herbes ou des sprays. Et si vous aviez du poison, par contre, là vous pouvez enlever votre poison. Par contre, ils doivent jeter leur ruban encreur ainsi que leurs objets de soins restants, sauf les sprays. D'ailleurs, s'il y a moins de sprays que le nombre de joueurs présents, vous pouvez rajouter des sprays pour avoir le bon nombre. Si un des joueurs était inconscient ou était mort, et bien tout simplement pour le prochain scénario, il pourra revenir à la vie avec une vie sur caution. D'ailleurs, si vous souhaitez changer de personnage, et bien c'est comme ça qu'il faut faire. À savoir, il faut que votre personnage soit mort, et du coup au prochain scénario, vous pouvez changer de personnage. Par contre, vous revenez qu'avec un équipement de base, à savoir un pistolet, un couteau et un spray. Par contre, du coup, si vous avez laissé votre personnage mourir et que vous ne le reprenez pas, ce personnage ne pourra plus du tout être repris. Et il existe un truc assez sympa, ce sont les continues. Si par exemple vous perdez dans un scénario, vous pouvez utiliser un continu pour revenir au tout début du scénario et reprendre du coup la partie. Mais vous pouvez utiliser un continu aussi lorsque vous avez terminé un scénario pour régénérer toute la vie de tous les joueurs et régénérer toutes les munitions de tous les joueurs. C'est bien, mais du coup ça dépense un continu et vous avez que 2 continus dans une seule campagne. Évidemment, si vous perdez un scénario alors que vous n'avez plus de continu, eh ben c'est fini pour vous. J'espère sincèrement que vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de faire tout ça, c'est un peu de boulot, mais en même temps, c'est passionnant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et à la partager si vous voulez faire découvrir ce jeu, et surtout les règles de base, pour commencer, pour faire découvrir c'est mieux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos qui vont arriver. Du coup, je vous dis à la prochaine, et puis... salut!